vos attentes. N'hésitez pas, le petit bouton du chat, il est tout en bas à droite en fait de votre interface, de votre écran. En attendant de recevoir les réponses, dans ce cas-là, je vous propose d'aborder le programme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Concrètement, ce webinaire, il s'adresse à toute personne aujourd'hui qui recrute, voilà, parce que vous avez des recrutements en cours, ou alors qui vont devoir recruter. En tout cas, à minima, le sujet, vous y avez un intérêt. Vous vous doutez bien qu'en 1 heure, l'idée, c'est pas de vous assommer avec des techniques lourdes. Si vous avez besoin de ça et si vous avez besoin d'approfondir, on peut effectivement envisager derrière des actions plus approfondies. Là, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez repartir avec des outils, des armes sur 3 points clés. Le premier, bien évidemment, c'est la préparation et l'identification en amont de votre besoin de recrutement. Le second, c'est comment concrètement je questionne quand je rencontre mon candidat en face à face et ou en visio. Et le troisième point, comment je sécurise mon recrutement en amont avec des méthodes qui vont vous permettre d'évaluer, de mesurer les soft skills des candidats que vous rencontrez. Alors, j'ai pas reçu, alors à moins que ce soit un bug de ma part, mais a priori, il n'y a pas d'attente particulière dans le chat. Clémentia, tu me le confirmes? Ok, parfait. Pour le coup, vous allez pouvoir interagir. Oui. Excuse-moi, si. Nous avons... Ah, Fabienne. Fabienne, exactement. Donc, améliorer notre process de recrutement dans le cadre de projets de création d'une boîte à outils pour les managers. Ah, super. De la part de Fabienne notamment. J'espère, Fabienne, en tout cas que les outils abordés aujourd'hui te permettront de créer cette boîte à outils. C'est une excellente idée. Pour démarrer et pour bien comprendre aussi quel rapport vous avez vous-même avec le recrutement, je vous propose un exercice qui est rapide. Là, je vous invite aussi à réagir par le biais du chat. Aujourd'hui, quand vous avez affaire à du recrutement, comment vous vous sentez en fait actuellement en tant que recruteur? Alors volontairement, j'ai mis des photos très caricaturales, hein. C'est aussi pour le fun. Est-ce que vous vous sentez comme Britney Spears sur cette photo, un peu perdue, seule? Bon, clairement, j'ai besoin d'aide. Est-ce que vous vous sentez comme un ou une super-héros hyper à l'aise, performant, vous avez tous les outils nécessaires et aujourd'hui ne sera qu'une piqûre de rappel? Ou est-ce qu'alors vous vous sentez comme un détective, pas complètement au confort, mais en tout cas avec cette envie d'aller creuser, et vous êtes d'ailleurs prêt ou prête à creuser, quelle que soit la méthode. Alors dites-moi rapidement, est-ce qu'on a des Britney, des super-héros ou des détectives aujourd'hui dans cette assemblée? Fabienne, tu es plutôt détective. Parfait. Jean-Claude, chasseur de talent. Ah bah super. Détective aussi. Détective. On a beaucoup de détectives, dis donc. Parfait. Bon, il n'y a pas de honte hein, à être Britney, hein, rassurez-vous. Hein. Britney sur certains recrutements compliqués. Oui, très clairement, et je vous l'avoue, hein, moi-même, je recrute depuis plus de 15 ans. Bah, y a certaines situations où parfois on se sent comme Britney. Hein. Le recrutement, la théorie est intéressante, la pratique l'est d'autant plus. Mais il y a forcément certains sujets, certaines situations qui, à un moment donné, peuvent nous mettre en inconfort. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Question que je vous pose. D'après vous, quel est le coût d'un recrutement raté? Alors, quand je dis raté, qu'est-ce que j'entends par raté? Pour bien vous le préciser, c'est un recrutement qui est non abouti. Ça signifie qu'il se clôture par la fin de la période d'essai de la personne que vous venez de recruter. Quel est le coût donc d'un recrutement raté? Et pour mesurer ce coût, qu'est-ce qui rentre en compte d'après vous? À l'identique, hein, vous pouvez interagir par le biais du chat. Ou si vous avez envie d'activer le micro, mais dans ce cas-là, en levant la main. Et Clémentia, si tu as visu sur tout le monde, ce sera plus simple si tu peux derrière interagir. Alors, qu'est-ce qui coûte cher dans un recrutement raté? Alors, Aristide a mis 2 points, donc j'imagine qu'il va nous donner tout un listing. C'est super.
Aristide nous demande quels éléments entrent en Ah, ligne de compte. Pardon. eh ben c'est bien la question que je vous pose. Fabienne, ouais, le temps passé. Tu as complètement raison. Alors, le temps passé, c'est à la fois le temps passé lorsque vous recrutez par vous-même, c'est le temps passé par vos managers à rencontrer des candidats, c'est le temps passé à préparer le recrutement, puis c'est aussi le temps passé lorsque vous diffusez des annonces, lorsque vous sollicitez des partenaires. Et puis, comme le dit Eric, effectivement, c'est le temps passé à intégrer le collaborateur. Oui, il y a tout le coût des outils, tu as raison Jean-Claude, le coût des outils de chasse, comme je disais, le coût des cabinets, si toutefois vous faites appel à un cabinet ou à des agences de travail temporaire. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Alors, je vous aiguille déjà sur ce que ça coûte, parce que c'est intéressant d'en prendre conscience. Alors, la fourchette, elle est large, hein, me direz-vous. Hein. Elle se situe entre 20 000 et 200 000 euros. Alors, pourquoi il y a une telle variation? Parce que ça dépend aussi de la rémunération auquel vous intégrez votre collaborateur. Si on est sur un cadre, un non-cadre. Donc, tout ce qui va rentrer en compte, vous l'avez là sous les yeux, hein, tous les ingrédients de calcul. Donc, c'est bien la notion du coût du recrutement, la rémunération du collaborateur, le coût de son maintien en poste. Derrière, le coût du licenciement, si toutefois vous allez au stade du licenciement. Et là, on est hors période d'essai. Et puis derrière, ce qui est plus difficilement mesurable et parfois qu'on oublie, c'est derrière tout ce qui est loupé, en fait, toutes les erreurs qui peuvent être commises durant cette période-là, le manque de business. Effectivement, Eric, comme tu le dis, la perturbation engendrée sur l'équipe qui peut créer derrière une baisse de productivité, une démoralisation. Pourquoi on parle du coût du recrutement raté? Parce que très clairement, l'idée aujourd'hui, c'est de sécuriser vos recrutements et de faire en sorte que ça arrive le moins possible. Même si aujourd'hui, recruter, ça signifie travailler avec de l'humain. L'humain est imprévisible et aujourd'hui, l'erreur zéro n'existe pas. Hein. Donc, déjà, il faut être très clair avec ça. Donc, c'est se dire, aujourd'hui, je sécurise au maximum. Maintenant, dans un recrutement, de toute façon, il y aura toujours une part de risque. Voilà. Comment on fait pour sécuriser? C'est une étape qui est bien trop souvent occultée, c'est la préparation. Alors, qu'est-ce qu'on met dans la préparation et comment surtout on prépare efficacement son recrutement avant de le lancer? Eh bien, on se met en tête la photo de Sean le mouton. Alors, comme vous le constatez, notre charmant mouton que vous connaissez probablement tous, sur cette photo, il a 5 pattes. Mais si vous le connaissez forcément, ce fameux mouton à 5 pattes, j'en connais très peu en fait qui l'ont déjà trouvé. Croyez-moi, pourtant on a été hyper nombreux à essayer. Ce mouton, il représente un candidat si rare, voire inexistant sur le marché, et c'est la raison pour laquelle on le représente ainsi. L'outil sur lequel on va travailler maintenant va vraiment vous permettre en fait de cadrer les choses et de définir précisément ce que vous devez aller chercher chez le candidat lors de l'entretien. Cela vous permet de cadrer le profil afin de ne pas rechercher trop de compétences et donc de faire de votre candidat et de votre recherche un mouton à 5 pattes, 6 ou 7. Le but, c'est de ne pas avoir trop de critères de compétences. Le recrutement, ce n'est pas une liste de courses. Pourquoi? Parce que le risque derrière, c'est de ne pas trouver votre candidat. L'idée, c'est de bien prioriser vos recherches et d'aller à l'essentiel. Alors, quand on est en RH, quand on est au recrutement, c'est généralement des notions que l'on a en tête. Maintenant, c'est important aussi de le rappeler, notamment aux managers opérationnels, qui parfois sont moins, accoutumés avec ce que ça veut dire recruter et tout ce que ça engendre derrière. Et l'idée, c'est aussi de leur faire prendre conscience qu'en phase d'un recrutement, il y a un marché. Premier outil, c'est ce qu'on appelle une scorecard. En fait, la scorecard, elle va vous permettre certes de préparer votre entretien, mais pas que. Je pense notamment aux TPE, parfois, qui n'ont pas de service RH à proprement dit. La scorecard, ça va vous permettre en fait de construire une fiche de poste. C'est la première étape en fait pour la construction d'une fiche de poste qui soit claire, en allant identifier, avant de commencer le recrutement, les compétences dont vous avez besoin pour le poste et pour lesquelles vous allez rechercher un candidat.
Concrètement, à quoi elle sert? Elle sert à savoir exactement ce que vous allez déceler, ce que vous allez chercher en entretien de recrutement chez le candidat qui est en face de vous et ce que vous allez pouvoir, en tant qu'entreprise, lui apporter. Alors, comment ça marche? Clairement, là, on va parler de compétences, on va parler de compétences métiers. Donc, on ne parle pas tout de suite de soft skills. Donc, la première étape, c'est de travailler cette scorecard vraiment sur des compétences métiers. Vous allez déterminer ce qu'on appelle les 3 must-have et pas plus. J'insiste bien là-dessus, justement, pour ne pas avoir 6 patates de mouton. Un must-have, c'est vraiment des compétences qui sont impératives, des critères qui sont indispensables. Si le candidat ne présente pas ces 3 compétences métiers indispensables, vous ne pourrez pas le recruter. Les 3 nice to have, ce sont des compétences qui sont recherchées dans l'idéal. C'est le plus, c'est la cerise sur le gâteau. Ça signifie que si votre candidat ne les a pas, ce n'est pas un point bloquant, ce n'est pas une raison pour laquelle vous n'allez pas le retenir. Et enfin, les 3 apports, c'est clairement ce que vous, en tant qu'entreprise, vous allez pouvoir apporter au candidat. C'est définir des éléments clés qui vont vous permettre de le séduire. En fait, il est important que cet échange, quand vous rencontrez un candidat en entretien, il soit gagnant-gagnant. Aujourd'hui, on est sur un marché de l'emploi qui est tendu. Parfois, vous allez recruter sur des postes pénuriques. Et donc, certes, le candidat doit vous apporter une valeur ajoutée, mais vous aussi, vous devez lui en apporter une. Et aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de marque employeur. Les règles ont changé. Ce n'est pas uniquement au candidat de vous séduire, c'est aussi à vous de le séduire. On peut travailler sur un exemple très, très concret pour vous donner un peu de sens par rapport à cela. À moins que quelqu'un ait envie aujourd'hui de s'entraîner sur si vous avez un recrutement ouvert, est-ce qu'on a un volontaire pour s'entraîner, pour définir un scorecard sur un poste ouvert aujourd'hui? Pas de volontaire? Alors on y va. Je prends l'exemple d'un directeur commercial. Ces 3 must-have, par exemple, ça pourrait être le premier, quelqu'un qui sache construire une stratégie commerciale, donc concrètement qui sache faire un business plan, par exemple. Le deuxième must-have pourrait être quelqu'un qui connaisse les techniques de vente. Et le troisième must-have pourrait être quelqu'un qui a déjà exercé sur le marché du B2B. OK? Pour notre directeur commercial, les 3 nice to have pourraient être une connaissance du secteur d'activité dans lequel vous êtes, quelqu'un qui a peut-être déjà recruté, déjà de l'expérience de recrutement pour ses propres équipes, et puis quelqu'un qui a déjà travaillé sur un cycle de vente qui est long. Et en apport, on pourrait tout à fait imaginer, bah, tiens, vous êtes une entreprise très orientée sur la RSE. Ça, c'est un point qui peut attirer parce que ça peut lui donner un vernis si notamment il a déjà une affinité avec le sujet. Et le deuxième apport, ça pourrait être, ben, tiens, c'est un job sur lequel il va devoir construire une nouvelle équipe de A à Z. Donc, c'est ultra instructif. Et donc, c'est un vrai projet à construire. Il y a un côté entrepreneurial là-dedans. Ça peut attirer. Et puis, énormément d'interactions avec le service marketing et beaucoup de projets transverses, auquel cas ça pourrait le faire progresser aussi sur la dimension marketing. Voilà, donc ça, c'est un exemple que je vous donne. L'idée, effectivement, c'est de se l'approprier et surtout aussi de faire travailler, en fait, vos managers. Voilà, de les responsabiliser et derrière de les rendre acteurs en leur demandant de compléter ce type de fiche. L'exercice a l'air simple, mais c'est pas si simple. Est-ce que ça vous paraît clair? Ouais? Ok. Pour donner beaucoup plus de sens à tout ça, encore une fois, je vais vous montrer une image qui va vous faire écho. Ouais, en plus, ça tombe bien, je crois qu'il y a une émission de Stéphane Plaza ce soir à la 6. C'est pas fait exprès. Pourquoi je vous montre Stéphane Plaza? Parce que quand on recrute, en fait, quand on recherche un collaborateur, bien, il y a une analogie qu'on peut faire, c'est exactement celle de l'immobilier. Peut-être que vous êtes fraîchement propriétaire ou que c'est dans les tuyaux, peut-être que vous avez un projet, que vous êtes locataire. Bah, si on applique la scorecard à la recherche d'une maison, c'est exactement le même principe. Les 3 must-have, ça pourrait être je veux une maison individuelle sans mitoyenneté.
Le deuxième, j'ai un impératif, j'ai besoin de 3 chambres parce que j'ai 2 enfants et je souhaite qu'ils aient chacun leur chambre. Et le troisième, j'ai besoin d'un jardin, peu importe la taille, mais il faut qu'il y ait un extérieur pour que mes enfants puissent aller jouer dehors. Les 3 nice to have seraient le même principe. J'aimerais avoir une piscine, donc le must, ce serait que peut-être le terrain soit piscinable, mais ce n'est pas un impératif. J'aimerais un grand garage parce que j'ai 3 voitures, mais ce n'est pas indispensable parce que je peux les stationner dehors. Quelqu'un voulait poser une question peut-être? Non? Ok, c'est une interférence. Et dans les apports, en fait, qu'est-ce que fait l'agent immobilier et qu'est-ce que fait très bien Stéphane dans ses émissions? C'est qu'il présente généralement les apports de la maison comme étant dans un quartier agréable, sans vis-à-vis, proche des écoles, etc. Donc, c'est exactement le même principe. Est-ce que ça vous paraît clair là-dessus sur l'analogie? Ouais. Quelques tips aussi pour vous mettre à l'aise sur le sujet. En fait, il n'y a pas qu'une seule façon de recruter, mais autant de façons qu'il y a de recruteurs. Donc le recrutement, il y a de la théorie, il y a des techniques, il y a des méthodes, mais il y a surtout vous. Et le conseil que je peux vous donner, c'est faites confiance à votre intuition. Alors, certes, l'intuition est intéressante, mais derrière, il faut toujours la compléter aussi avec des outils objectifs. Ce qui me permet de faire une passerelle sur les biais cognitifs. Un biais cognitif, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme en fait de la pensée qui entraîne une déviation de jugement. Il existe plusieurs types de biais. Je vous en donne 2 exemples très concrets. Le biais le plus fréquent, c'est celui de la première impression. Le candidat qui arrive avec 10 minutes de retard ou le syndrome de la poignée de main molle. Exemple. On l'a peut-être tous déjà rencontré. L'idée, c'est de ne pas s'arrêter sur cette première impression, derrière d'utiliser des méthodes, et on va le voir dans le questionnement, qui vont faire en sorte soit de lever finalement l'impression que vous avez eue au démarrage, soit de la confirmer. Mais l'idée, c'est de ne pas s'arrêter à cette première impression et d'aller utiliser des outils vraiment pour confirmer ou pas cette impression. OK ? Eric nous dit, pourtant, il se dit que la première impression est la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Eric, mais si on va aller jusqu'au bout, finalement, et vraiment appliquer les techniques, je préconise, alors ça prend pas beaucoup de temps, hein, mais derrière, de toujours d'utiliser un outil, une question objective, voilà, pour se forger une conviction. Mais je suis assez d'accord avec toi, de la même manière, dans le recrutement, on utilise souvent ce dicton, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Mais ce doute que vous avez, il est toujours intéressant vraiment d'aller le compléter avec l'outil objectif pour ne pas regretter. Et surtout pour apporter, j'insiste, des éléments factuels à votre candidat quand vous allez lui formuler une réponse négative. Comment formuler une réponse négative quand vous vous fiez uniquement à votre première impression? C'est compliqué. Le deuxième biais, c'est le biais de l'appartenance. Le biais de l'appartenance, c'est la tendance parfois qu'ont les recruteurs à favoriser les candidats dans lesquels ils se retrouvent. Que ce soit un hobby, tiens, il fait du golf, moi aussi j'en fais. Ah bah, voilà. Déjà, comment dire, ça me met dans une posture où j'ai envie de passer du temps avec lui. Et j'aurais peut-être pas la même posture avec un candidat qui fait pas du golf comme moi. Ou alors, ça peut être des valeurs communes. Le piège, en fait, là-dedans, c'est de se laisser séduire par un candidat pour les mauvaises raisons. Parce que n'oublions pas, vous recrutez pour votre entreprise, pas pour vous. L'idée, c'est vraiment de recruter quelqu'un qui va apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, toujours attention aux biais cognitifs. Eric, comment se détacher de cela en s'ouvrant à la différence? Écoute, le conseil que je peux te donner, Eric, pour ça, c'est déjà te mettre dans un mindset où tu te dis, je ne recrute pas juste pour moi, si je suis aujourd'hui patron de mon entreprise ou RH, peu importe, mais je recrute pour mon entreprise. Donc, je représente une entité. Ok, je me détache de moi en tant que personne, déjà. Quelle valeur ajoutée cette personne peut apporter à mon entreprise? Déjà, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de s'intéresser. C'est d'avoir vraiment une posture d'ouverture.
et s'intéresser par le biais des questions. Ça tombe bien, tu me fais toute ma transition, Eric. Ça me permet de passer à l'art du questionnement. Avant d'ouvrir l'art du questionnement, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la scorecard? N'hésitez pas à ouvrir vos micros, hein. Vous avez la possibilité, en effet, de les activer individuellement. Qui ne dit mot consent, donc j'avance. L'art de questionner. Eh bien, effectivement, j'aime bien dire l'art du questionnement parce que c'est tout un art. Pour arriver à ce sujet-là, encore une fois, je vais vous solliciter parce que c'est surtout ensemble, en fait, que l'on apprend. Si vous avez déjà recruté, j'imagine que vous avez déjà questionné. Quelles sont les questions récurrentes que vous aimez poser en entretien? On a tous, j'imagine, toujours une question qui revient. On a des questions favorites. Est-ce que vous en avez? Alors, pour vous laisser le temps de répondre, je vais lancer un peu le sujet. Pour le coup, alors, les miennes, moi, je démarre toujours un entretien en demandant au candidat de pitcher son parcours en 2 minutes d'entrée de jeu. Donc, l'idée du pitch, c'est du pitch chronométré, hein, j'entends, c'est de voir sa capacité à synthétiser des idées. Deux, du coup, à partir vraiment, non pas dans une descente de CV, mais voir de quelle manière, en fait, quelles sont les informations essentielles qu'il nous donne, et ce, dans un temps très court. Quand il dépasse les 2 minutes, je l'arrête. Aristide, tiens, pourquoi seriez-vous le candidat idéal sur ce poste? Ouais, c'est un bon exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors moi, personnellement, je leur demande qu'est-ce qui leur donne envie de se lever le matin Chouette. par rapport au moteur. Tu vas creuser les moteurs, en fait. Mylène nous dit qu'avez-vous compris du poste? Oui, aussi. Ça permet, et surtout, ça c'est un conseil, alors si demain vous venez en formation chez RH Performance sur le recrutement, c'est aussi, on vous parlera des étapes effectivement de l'entretien. Et surtout, ne jamais démarrer un entretien par votre présentation ou par la présentation de l'entreprise. Ça biaise tout l'échange. Eric, tu aimes bien poser des questions qui sortent de l'entretien classique. Ouais, carrément, carrément, Eric. Tu sais comment on appelle ce type de questions? Ça s'appelle des smart questions. Donc, c'est surtout utilisé par Google, mais de plus en plus d'entreprises aujourd'hui les utilisent. Je t'en donne deux, trois autres si tu veux t'amuser. Typiquement, si tu reçois ton candidat dans une pièce qui fait 15 mètres carrés, tu peux lui demander, d'après vous, combien de ballons peut-on faire rentrer dans cette pièce? Autre exemple, d'après vous, combien d'iPhone vendus en reconditionné sont vendus en reconditionné dans les 72 heures après la sortie d'un nouveau modèle? Combien de Big Mac sont vendus chaque seconde dans le monde? Ou tu prends un paquet de M&M's et tu lui dis, d'après vous, combien il y a de M&M's dans ce paquet? Et surtout, au-delà de ça, quelle est la répartition par couleur? L'idée, vous l'avez compris, c'est pas de piéger le candidat. En fait, la réponse, le fond de la réponse, peu importe. C'est surtout de notre capacité, votre capacité à comprendre, à analyser de quelle manière il raisonne. Vous allez avoir deux, trois types de candidats. Celui qui va être complètement décontenancé et perdu par ce type de questions. Celui qui a un mode de fonctionnement hyper analytique et qui va commencer à vous amener dans des schémas de calcul logiques. Et puis d'autres qui vont répondre de façon très spontanée. Ça donne tout un tas d'éléments en fait intéressants, notamment pour les soft skills. Et les soft skills, on y revient tout à l'heure. On a Sophie aussi qui nous dit, connaissez-vous notre entreprise? Bah Sophie, j'espère qu'en tout cas que le candidat que tu fais venir en entretien connaît ton entreprise. Parce que l'idée, c'est effectivement qu'il puisse s'être renseigné. Donc si tu veux pousser un peu plus ta question, Sophie, dans la mesure où ce candidat, tu l'auras eu au téléphone auparavant, il est quand même censé se préparer. Tu peux faire une passerelle avec la question de Mylène, c'est qu'est-ce qui vous marque en fait dans notre entreprise? Qu'est-ce qui a attiré votre attention?
et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Ou qu'avez-vous compris du job ou du projet qu'on vous a présenté? Sinon, il est disqualifié surtout pour un poste cadre. Ah bah oui, et pas que, ouais, les non-cadres aussi. Enfin, n'hésitez pas à être bienveillant dans vos entretiens, mais surtout à être exigeant. L'idée d'un recrutement, c'est que vous soyez convaincu. Ne faites pas de recrutement par opportunité. Voilà. Ne recrutez que si vous avez une conviction. Ouais, les non-cadres aussi. Tu as raison, Sophie. Ouais, c'est ce que je disais. Parfait. Quelques techniques en fait sur les différents types de questions que vous allez pouvoir poser. Donc elles sont ici. Ce que vous allez remarquer en fait, c'est qu'au démarrage, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à poser un maximum de questions ouvertes. Donc ne démarrez jamais un entretien en posant des questions fermées. Quand vous posez une question ouverte, vous allez inciter finalement votre candidat à s'exprimer le plus possible. N'oubliez pas, c'est vous qui avez le drive sur votre entretien. Donc, il ne faut pas hésiter à le couper, à le recadrer si ça dévie, si ça manque de synthèse. Quand vous posez une question ouverte, c'est là où vous êtes tous des détectives, avec votre loupe. Donc, vous allez observer le verbal et le non-verbal. Pour confirmer, on a bien dit, confirmer une intuition, il faut se baser sur des éléments objectifs. Donc l'idée, c'est toujours de reconfirmer les dires de votre candidat par une question fermée. Donc, exemple, racontez-moi ou expliquez-moi pourquoi vous avez quitté votre dernier poste. Votre candidat va expliquer. Et là, derrière, vous pouvez confirmer par une question fermée. Donc, vous êtes en train de me dire que vous avez quitté votre poste pour telle raison. C'est bien ça? Oui ou non? L'idée, c'est toujours question fermée, voire de la reformulation ou de l'approfondissement si vous avez envie d'aller plus loin sur un sujet. Si on se fie à notre scorecard du démarrage qui concerne les questions liées au métier, au savoir-faire, c'est le même principe. Ok, donc vous allez reprendre les critères que vous allez lister. En quoi, d'après vous, enfin, en quoi, Monsieur Dupont, vous estimez être compétent sur le montage d'un business plan? Ok, expliquez-moi. Reconfirmez par une question fermée, voire approfondissez si vous avez besoin d'aller plus loin. Aujourd'hui, les candidats sont hyper bien préparés aux entretiens. Donc, si vous, de toute façon, si demain vous posez 90% de questions fermées, votre candidat va juste s'adapter en fait à ce que vous avez envie d'entendre. Par contre, si vous l'amenez sur des sujets où vous allez lui demander aussi des exemples beaucoup plus concrets, des faits, derrière vous, ça va vous permettre de récolter des éléments qui vont être objectifs. Est-ce qu'on est clair sur les questions? Je fais une petite aparté parce que là, on est directement dans l'entretien en face à face. Il y a quand même une étape indispensable entre l'établissement de la scorecard et l'entretien en face à face, c'est la préqualification téléphonique. Ne perdez pas votre temps à rencontrer des candidats si vous recevez des CV ou si on vous transmet des CV sans les préqualifier au téléphone. La préqualification téléphonique, elle sert surtout justement à valider les éléments techniques, les éléments métiers, les éléments factuels, la rémunération, la mobilité du candidat et les 3 must-have en fait que vous avez listés. Bien trop souvent, on perd du temps à rencontrer en entretien des candidats, soit qui ne sont pas mobiles sur le site, soit qui sont bien au-delà en termes de rémunération. J'imagine que, tout comme moi, vous n'avez pas de temps à perdre avec ça. Donc, faites déjà une première présélection par téléphone. Est-ce que vous avez un ordre d'idée sur un entretien de recrutement, de la répartition du temps de parole entre vous, recruteur, et le candidat? Alors, je reformule ma question. Le candidat s'exprime à quelle hauteur sur un entretien d'1 heure, par exemple, donc sur 60 minutes? Combien de temps doit s'exprimer le candidat? 80%, ouais, 20% recruteur, au pif 40, Aristide 75. Ouais, on y est. En fait, la réponse, elle est entre les deux.
On se dit, en fait, le recruteur prend la parole à hauteur de 30% du temps, le candidat à hauteur de 70%. Donc, clairement, les manières en fait, dont vous allez intervenir, c'est par le biais de la question, de la reformulation et surtout de l'écoute active. Alors, qu'est-ce que c'est l'écoute active? Je vous apporte la réponse. L'écoute active, certes, c'est de l'écoute, mais elle est active. Ah, vous allez me dire, super, on va aller loin avec ça. En fait, l'idée, c'est pas de poser des questions pour poser des questions. Hein, vous n'êtes pas là pour meubler le temps d'échange. C'est l'écoute active, c'est poser les questions, mais surtout écouter les réponses. Écouter les réponses, ça veut dire avoir une posture ouverte, surtout de ne pas être dans le jugement. Donc pour cela, il faut vraiment créer un échange. Ne faites pas vous-même les questions et les réponses. Les questions que vous allez poser, elles viennent aussi des réponses du candidat. Donc souvent, le piège, c'est d'avoir des trames de questions. Alors oui, vous pouvez en avoir pour valider, pour ne pas perdre le fil, mais laissez-vous porter par les réponses du candidat et rebondissez sur ces réponses. C'est comme ça que vous allez devenir des Sherlock Holmes. L'écoute active, elle invite à saisir chaque détail du message, chaque détail verbal ou non de la personne qui communique avec vous. Nos tips, c'est penser au smart question. Donc, a priori, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à vous tourner vers Eric. Il a l'air assez à l'aise sur le sujet. Ou vers nous, hein, n'hésitez pas. Le pitch en 3 minutes chrono d'entrée de jeu. 3 minutes, c'est long. Moi, je vous recommande de le faire en 2. La méthode de questionnement STAR, alors, qu'est-ce que c'est la méthode de questionnement STAR? C'est une méthode qui est assez simple en fait. Lorsque le candidat répond à une de vos questions, assurez-vous qu'il réponde bien à ces 4 éléments. C'est les 4 lettres qui composent le mot STAR. Donc la première, c'est situation, la tâche, l'action et le résultat. D'accord? Je reprends l'exemple de mon business plan. D'accord? Si vous questionnez votre directeur commercial sur le business plan, assurez-vous qu'il vous donne les éléments de la situation. Ça veut dire du contexte. C'était quand et quel était le contexte? De la tâche, qu'est-ce qu'on attendait de vous? Qu'est-ce qui vous était demandé? De l'action, qu'est-ce que concrètement vous avez fait? Et du résultat, quel résultat vous avez obtenu? Ça, c'est la méthode de questionnement STAR. Donc, sur une compétence, situation, tâche, action, résultat. Et ensuite, quoi de mieux que de le projeter avec une mise en situation? Ça, c'est toujours intéressant pour les commerciaux. Je pense à eux spontanément. Pourquoi? Parce que les commerciaux savent très très bien se vendre. Ils sont bien rodés aux entretiens. Et donc, du coup, confirmez en fait ce que votre candidat vous dit et mettez-le en situation dans l'immédiat. Mettez-le en situation sur une négociation tout de suite ou sur une situation de vente. C'est dans les mises en situation que le naturel revient au galop. Donc, soit c'est un bon naturel parce qu'il correspond à ce que vous recherchez, soit c'est là que vous pouvez vous rendre compte que certains réflexes, malgré ce que votre candidat vous a expliqué, ne sont pas au rendez-vous. En tout cas, ne sont pas en adéquation avec ce que vous recherchez. Est-ce que vous avez des questions, des exemples ou même un partage d'expérience à nous faire? N'hésitez surtout pas. Clem, je te laisse vérifier le fil. C'est bon? Ok. Donc, je récapitule le tout. Étape numéro 1, on prépare son besoin. Voilà, on prépare son recrutement. Deuxième étape, on est en entretien. On n'oublie pas de faire une préqualification téléphonique et on utilise tout ou partie des clés que je viens de vous donner, en tout cas sur l'art du questionnement. La clé numéro 3, ce sont les soft skills. D'après vous, même question qu'au démarrage, quelle est la part de recrutement qui sont ratés et qui le sont à cause
d'un mauvais cadrage ou d'une mauvaise identification des soft skills. Donc là, on est en pourcentage. Quelle est la part des recrutements ratés qui le sont à cause des soft skills? Ça veut dire que le candidat que vous avez, collaborateur ou la collaboratrice que vous avez intégré, soit n'a pas le bon niveau de motivation, de personnalité, de mauvaise compatibilité, etc. 100% pour Fabienne, 90% pour Jean-Claude. Ah ouais, vous êtes 40% pour Mylène. On redescend d'un cran. Ok. La vérité, c'est quoi? C'est 89%. Alors, c'est pas 100%, hein, parce qu'il y a aussi des recrutements parfois où sur le savoir-faire, bah, la personne n'est pas au rendez-vous, n'est pas aux attendus, certes. Mais c'est bien 89% de recrutements qui le sont à cause des soft skills. Donc la démarche qu'on va voir doit absolument intégrer pour vous les soft skills. Parce que dans la plupart des cas, dans 89% des cas, c'est souvent ça qui ne marche pas ou qui n'est pas bien évalué lors d'un entretien de recrutement. Donc ça doit être un sujet à part entière dans votre préparation et aussi dans votre questionnement. Donc on y revient. Déjà, qu'est-ce que c'est? Alors pourquoi les soft skills? Je viens d'y répondre, justement, encore une fois, pour sécuriser. Posons-nous la question de ce qu'est la soft skills, et moi j'aime bien cette idée de l'iceberg en fait. Toute la partie visible, donc c'est ce qu'on appelle les hard skills, concerne l'expérience, les compétences, les diplômes, les références. Donc ça, c'est des données qui sont relativement accessibles par le biais du CV, par le biais d'une prise de référence, par le biais du diplôme, d'accord? Donc c'est ce qui est visible. Les soft skills, c'est ce qui n'est pas visible, comme dans l'iceberg, c'est la face immergée. Le candidat va vous laisser entrevoir ce qu'il a envie de vous laisser entrevoir. Donc c'est bien à vous, non pas d'utiliser votre loupe, mais d'aller mettre votre masque de plongée pour aller dans cette partie immergée et comprendre, identifier quels sont les soft skills de votre candidat. Pour vous aider, du coup, alors là, c'est tout petit, rassurez-vous, je vous enverrai le support. C'est la roue des soft skills. Donc ça, c'est un outil intéressant aussi que vous pouvez transmettre à vos managers qui vont vous permettre notamment de réaliser une scorecard et de cibler en fait les soft skills qui sont importantes pour vous, pour l'entreprise et pour le poste. OK? Ben, la revoici, on y va. Donc pour rappel, en fait, vous avez établi une scorecard pour le savoir-faire, pour les hard skills. Et là, maintenant, l'étape dans la préparation, c'est d'en avoir une aussi pour les soft skills. C'est le même principe. Sauf que vous allez devoir, là encore, la splitter en 3 fois. Je m'explique. On reprend nos must-have. Donc, les must-have, c'est vraiment quelles sont les compétences comportementales, d'accord, qui sont indispensables, non négociables pour 1. Rentrer dans l'entreprise, 2. M'intégrer dans l'équipe, 3. Réussir ma mission. Pareil pour les 3 nice to have. Donc, on aura 3 nice to have qui sont bons pour l'entreprise, bons pour l'équipe, bons pour la mission. Et à l'identique pour les apports. Eric, quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite? Oui, ça, tu rentres dans les questions soft skills. Ouais, intéressant. Complètement. Donc pareil, quand ça c'est par expérience aussi, quand vous êtes rodé au recrutement, ou je pense notamment aux managers qui vous sollicitent ou à vos pairs et qui vous disent oui, bah, moi il me faut une tête bien faite, il me faut quelqu'un qui percute, il me faut un potentiel. Ah, très bien, mais qu'est-ce que tu entends par potentiel? Concrètement, ça veut dire quoi? Une personne qui a du potentiel est une personne qui a quoi comme soft skills? L'interprétation peut être très différente en fonction des personnes. Une tête bien faite, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui percute, ça veut dire quoi? Donc, l'idée, c'est d'aller au-delà de ça et vraiment de travailler sur cette scorecard, en fait, de façon extrêmement précise. Et d'impliquer toujours le manager opérationnel dans la réalisation de cette scorecard. Est-ce que ça vous paraît clair? Toujours? OK.
Je vous ai listé, hop, je vais trop vite. Je vous ai listé, en fait, les soft skills, ça c'est il y en a 10, ouais. C'est les 10 soft skills, en fait, qui sont les plus demandés aujourd'hui. C'est ce qui revient la plupart du temps, quelle que soit la nature du poste. Il y en a une sur laquelle peut-être j'attire votre attention, c'est le leadership. C'est un peu comme la notion de potentiel. C'est quoi le leadership, en fait? Voilà. Qu'est-ce que le candidat doit incarner ou voilà, doit dégager pour vous faire dire qu'il a une forme de leadership. Le leadership dans une société X, ce ne sera pas le même que dans une société Y. Donc, quel est votre leadership à vous? Qu'est-ce qui est nécessaire pour votre entreprise? Maintenant que vous avez identifié et que vous savez exactement quelles compétences comportementales vous allez devoir aller chercher chez votre candidat, bah, on y revient. Comment on pose les bonnes questions? Bah, tiens, Eric, tu vas pouvoir nous donner plein de tips. Comment on pose les bonnes questions pour aller les détecter? Eh bien, en fait, pas de surprise, ce sont exactement les mêmes. Moi, je peux vous donner peut-être un tips vraiment à appliquer. Alors déjà, la méthode STAR, elle est incontournable par rapport à ça. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Situation, tâche, action, résultat. Et ça, c'est parfaitement applicable aux soft skills. Si vous souhaitez quelque chose peut-être de plus simple, prenons l'exemple, on va revenir précédemment. Tiens, je recherche quelqu'un qui est créatif, admettons, qui a une bonne dose de créativité. On peut commencer par lui demander, très bien, Aline, pour toi, qu'est-ce que ça signifie être créatif? Et on laisse la personne s'exprimer. Une fois qu'elle nous a apporté son élément de réponse, on va lui demander en quoi est-ce que toi tu penses être quelqu'un de créatif? Et troisième question, donne-moi 3 exemples. Un seul, c'est trop facile. 3 exemples concrets de situations dans lesquelles tu estimes avoir été créative. Donc on suit toujours ce cheminement pour chaque soft skills. C'est quoi pour toi la créativité? C'est quoi pour toi l'agilité? C'est quoi pour toi avoir l'esprit d'équipe? En quoi penses-tu l'avoir? Donne-moi 2 à 3 exemples concrets pour m'expliquer, voilà, en quoi tu penses être créatif. Ça semble basique, mais c'est extrêmement efficace. Si vous avez encore envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à le mettre en situation. C'est-à-dire, imaginons, Aline, demain vous arrivez dans notre entreprise, vous êtes face à telle situation. Quelle est la première chose que vous allez faire? Et donc, charge à vous en amont peut-être d'identifier 1, 2, 3 situations qu'elle pourrait rencontrer dans l'entreprise et sur laquelle vous allez pouvoir la challenger en fait en entretien. Donc, pour récapituler, vraiment favoriser les questions ouvertes et les mises en situation. N'acceptez jamais les réponses hypothétiques, c'est-à-dire lorsque vous demandez des exemples concrets, assurez-vous que votre candidat vous donne des exemples spécifiques et détaillés. Laissez le temps au candidat de répondre aussi, ça c'est important. Et j'ai vu, j'arrive Eric. Oui. Et surtout, allez plus loin dans le questionnement. Si vous êtes tous a priori, dans la plupart ceux qui ont répondu des détectives, donc allez un cran plus loin dans votre, dans le questionnement. Eric, qu'est-ce que vous ne voudriez pas trouver chez vous? Il devrait s'ouvrir chez vous, important aussi, je pense. Ah, qu'est-ce que vous chez nous, pardon, j'avais mal lu. Ouais, complètement. Alors à la fois, ça a le mérite d'être une question ouverte. Et surtout, le deuxième, c'est que cette question, elle est intéressante parce qu'elle projette tout de suite le candidat dans l'entreprise. Donc oui. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations par rapport aux soft skills et aux techniques de questionnement?
Alors, je crois que c'est Fabienne au démarrage, si je ne me trompe, parce que c'est tout au début du chat, ce qui nous indiquait vouloir construire une boîte à outils pour les managers. Dans le support, en fait, déjà à minima, vous aurez une boîte à outils de questions. C'est-à-dire que pour chaque soft skills, je vous donne des exemples en fait de questions que vous pouvez poser. Donc, ça peut aussi vous permettre de construire une trame d'entretien. Donc, je ne vais pas passer sur chaque slide, mais en tout cas, vous avez toutes les questions et puis ça peut vous inspirer aussi pour valider d'autres soft skills. On parlait de l'écoute active tout à l'heure et donc, forcément, je suis obligée en fait de vous parler d'Albert. Albert Mehrabian. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Albert, il nous dit que dans les registres de communication, en fait, il en existe 3. Les 3 commencent par un V, vous l'avez vu, et on a donc du verbal, du vocal et du visuel. L'idée, c'est de se dire quelle est l'importance en fait de chacun de ces items dans une communication, dans une discussion. Et donc, le total des scores nous fait 100, d'accord? Ce que l'on voit, en fait, c'est que le verbal ne représente en termes d'impact que 7%. Le verbal, c'est quoi? C'est ce que dit le candidat, c'est le fond de sa réponse, d'accord? Le vocal, c'est 38%. C'est la manière dont il va exprimer les choses, c'est l'intonation de sa voix, c'est le rythme qu'il y met, c'est ce que vous entendez. D'accord? Et ça représente 38% en termes d'impact. Et le visuel, c'est 55%. Donc le visuel, c'est sa gestuelle. C'est la manière dont il vous regarde. C'est effectivement parfois tous ces peut-être des réflexes en fait non verbaux. Donc pourquoi je vous dis ça? En fait, l'idée c'est d'être déjà conscient en fait que 97% de notre communication est non verbale. Donc, soyez surtout sensible au non-verbal en fait de votre collaborateur. Je vous donne un exemple concret. Si aujourd'hui je vous dis que je suis ravie d'être avec vous, mais là vous ne me voyez pas très bien, mais qu'en visio j'ai une posture avec les bras croisés, une posture fermée, je suis en train de vous dire que je suis ravie, mais mon corps vous dit tout le contraire. Donc, c'est toujours aussi votre rôle en tant que recruteur sur 1 heure d'entretien. C'est vraiment de vous assurer de la cohérence de son discours avec sa gestuelle. S'il y a une incohérence, ça doit vous donner un petit signal, une petite alerte qui fait que vous allez aller creuser sur ce sujet-là. Oui, Sophie, la congruence. Complètement. Donc, les 4 règles d'or, je vous les ai recitées tout à l'heure. Les questions ouvertes, pas de réponse hypothétique. Laissez le temps au candidat de répondre. Oui. Le mettez pas trop sous pression, mettez-le dans des conditions de confiance plus le candidat va être en confiance avec vous, plus votre candidat sent que vous n'êtes pas, comment dire, dans le jugement. Si votre candidat sent que vous êtes en train de le juger, même par votre regard, par votre attitude, vous allez créer un phénomène de blocage. Donc l'idée, je ne suis pas là en train de vous dire cessez, vous avez le droit de penser, d'avoir des réflexions internes, mais en aucun cas ça doit transparaître auprès du candidat. Donc, pour le coup, mettez-le dans un cadre de confiance et de bienveillance pour faire en sorte qu'il se livre à 100%. Allez plus loin dans le questionnement, ne vous limitez pas à un exemple concret, poussez-le, allez demander 3 exemples. Et puis pensez à moi et surtout à Albert, soyez attentifs au non-verbal. Autre sujet, quel est votre avis sur le recours à des collaborateurs qui seront prochainement des collègues de ce candidat pour réaliser un entretien à part? Écoute Eric, je vais te faire une confidence. Quand nous recrutons chez RH Performance, et d'ailleurs Mylène qui est avec nous aujourd'hui et qui est dans mon équipe pour t'en faire un témoignage, on va dire la majorité de l'équipe en fait rencontre le candidat que j'ai rencontré moi sur un premier entretien. Pourquoi? Parce que
alors, à la fois, ça fait partie de notre culture d'entreprise, de notre ADN, et puis, surtout, il ne faut pas oublier que, effectivement, tu as raison, Eric, la personne que tu recrutes, bah, elle va bosser avec toi, mais pas que. Et le deuxième point important, c'est que c'est aussi tout le monde dans le même bateau. Donc, c'est une décision qui se prend en collectif. La réussite sera collective, l'échec le sera aussi. Donc, oui, je ne peux que vous inviter à le faire. Ben voilà, ça y est, vous avez toutes les techniques. Vous n'êtes plus des Dora avec votre sac à dos, mais bien des Sherlock Holmes. Et donc, vous avez recruté votre collaborateur, votre collaboratrice. Mais c'est pas tout, ça s'arrête pas là, parce que la personne va arriver. Elle est d'ailleurs déjà là. C'était important pour moi de vous donner quelques règles, du coup, sur l'intégration. Alors, il y en a certaines, ça va vous paraître du basique, mais il m'a semblé intéressant de vous les remettre parce que c'est des retours d'expérience que nous avons aussi, que nous constatons encore parfois chez certains de nos clients. Typiquement, le premier, n'oubliez pas d'annoncer l'arrivée de ce collaborateur en interne. Il y a encore peu de temps, pour avoir recruté pour un client, le candidat effectivement s'est présenté et il n'était absolument pas attendu par son équipe. Autant vous dire que ça ne met pas dans une situation de confort. 2, être disponible, bien évidemment. Je peux aussi vous inviter à nommer un mentor, un parrain ou une marraine, quelqu'un qui va effectivement être là à l'écoute pour la personne qui rejoint l'entreprise. Vous pouvez vous permettre de jouer ce rôle, mais attention parce que quand vous recrutez, si vous êtes le supérieur hiérarchique de ce collaborateur ou en RH ou directement patron de votre entreprise, derrière, ça biaise un peu. Votre collaborateur ne sera pas forcément toujours à l'aise pour vous dire s'il ne va pas bien. Donc, le fait de nommer un parrain ou une marraine a ce rôle finalement de facilitateur. Personnaliser l'arrivée, oui, mettez-le, préparez-lui quelque chose aux petits oignons. Les feuilles de route, elles doivent être claires. Bien trop souvent, c'est pas suffisamment, l'arrivée n'est pas suffisamment cadrée. C'est toujours intéressant de dire au collaborateur, voici ce que j'attends de toi sur 15 jours, sur un mois, sur 2 mois, sur 3 mois. Et du coup, de lui fixer des points d'étape. Bah, le poste de travail opérationnel, c'est indispensable. N'oubliez pas de lui commander son ordinateur et son téléphone. Informer des rituels qui sont en place dans l'entreprise. Les rapports d'étonnement, c'est hyper bénéfique. Voilà. Le rapport d'étonnement, dans la préconisation, vous pouvez vous permettre d'en faire un à chaud, c'est-à-dire 15 jours après l'arrivée. Et puis, d'en faire un peu plus longtemps après, c'est-à-dire sur les 2 mois après l'arrivée ou les 3 mois, vous pouvez le cadencer aussi avec la période d'essai. Et puis d'avoir des rituels aussi avec votre collaborateur, des points de débrief sur lesquels il va pouvoir s'exprimer très librement. Eric, ouais, le livret d'accueil, c'est important, alors en papier ou en digitalisé. Et effectivement, chez RH Performance, on a ce qu'on appelle un welcome book. Donc, c'est un livret d'accueil et dans lequel on retrouve toutes ces données. On a aussi l'annuaire de l'entreprise, les numéros de téléphone de chacun, des règles sur le home office, voilà, ça va vraiment des outils aux collaborateurs. On y parle aussi de notre vision, de l'ambition de l'entreprise. Bon, à vous d'y mettre ce que vous avez envie d'y mettre, mais c'est toujours intéressant d'apporter voilà, du concret aussi à la personne qui vous rejoint. J'en ai fait le tour. Il est midi 01 précise. Quel respect du timing. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des suggestions, même pour les prochaines interventions? Clémentia, Camille et moi attendons vos retours. Merci Xavier. Merci Aristide. Bon, en tout cas, y a-t-il un nombre maximum conseillé d'entretien à faire passer pour un candidat? Ah, ça dépend en fait de votre structure d'entreprise.
moi, le conseil que je peux vous donner, c'est éviter de faire passer trop d'entretiens, surtout dans un contexte, un marché dans lequel le marché candidat est quand même très tendu. Donc, moi, je vais vous donner une moyenne de ce qui se fait, c'est entre 2 et 3 entretiens. Voilà. Si on est sur 3 entretiens, veillez à ce que ces 3 entretiens soient cadencés, c'est-à-dire sur une période ou de maximum 3 semaines. Quand c'est trop élargi, finalement, ça crée du doute aussi chez le candidat. Des conseils pour un entretien où on est confronté à une pénurie de candidats. Donc, Antoine, si je reformule, ça signifie que tu as réussi à capter quelqu'un en fait en entretien, mais tu sais que c'est, en tout cas, c'est une perle rare. En tout cas, tu es sur un marché pénurique, c'est ça? Exactement. OK. Mon conseil, c'est en fait d'avoir un équilibre en fait vraiment dans l'échange. Il faut parce que tu peux avoir des candidats, les candidats sont pas idiots. Et si je pense notamment au métier de l'informatique ou du bâtiment, ils savent pertinemment qu'ils ont des compétences rares. Donc ils peuvent avoir cette tendance à se positionner comme des divas. Donc surtout ne tombe pas dans le piège, Antoine, de ne mettre en avant que les apports de ton entreprise. Surtout, le conseil que je te donne, c'est veille à équilibrer, c'est-à-dire à être tant dans l'évaluation de ton candidat que dans la séduction. Tu peux te permettre un exemple de dire quand ton candidat s'exprime, n'hésite pas à lui apporter, toi, un élément concret de ce que tu avances. Rentre dans le même jeu que ton candidat. Tu vois, je donne un exemple. Si tu lui dis chez nous, c'est merveilleux, il y a un super esprit d'équipe, illustre-le par un exemple, par du concret. Applique les mêmes règles que tu demandes au candidat à toi-même. Et donc, du coup, la balance entre les apports et ce que te dit ton candidat sera parfaitement équilibrée. Faut-il privilégier un candidat individuel avec un candidat ou peut-on faire passer un entretien collectif avec plusieurs membres d'une même équipe? J'ai envie de vous dire oui, dans l'absolu, l'un n'empêche pas l'autre, tout dépend du contexte, de la situation. Il faut juste avoir en tête que l'entretien collectif, s'il s'agit du premier entretien, ça peut, pour certaines fonctions, être aussi intimidant. Et derrière ça, ne pas mettre finalement la personne en confort. Donc, peut-être, ça reste une suggestion, il faudrait qu'on en parle un peu plus longuement, mais de se dire peut-être privilégier un entretien individuel et juste dans la foulée, tu vois, après 1 heure d'échange, 3/4 d'heure d'échange en individuel, lui proposer de faire un entretien collectif. C'est ma préco. Mais à dispo si tu veux en parler. Parfait. Ben, en tout cas, grand merci pour votre écoute. Vous aurez le support si vous avez d'autres questions par la suite ou si vous avez vraiment un sujet que vous n'avez pas forcément envie d'exprimer là en collectif, mais vous aimeriez peut-être avoir des conseils, ben, surtout n'hésitez pas, Clémentia vous fera parvenir aussi nos coordonnées. OK? Eh bien, je vous souhaite une belle fin de journée et à très vite, j'espère. À bientôt, Clémentia. À bientôt, merci à tous. Ouais.